Pour répondre à cette question, à savoir quels sont mes films d'horreur préférés, j'ai décidé de prendre mon petit carnet avec moi, parce que vraiment j'en ai noté pas mal, et du coup, comme j'ai peur d'en oublier, eh ben, je préfère carrément lire un petit peu devant vous, au moins le nom des films, pour me rappeler, et comme ça j'en oublie pas. Et si vous voulez découvrir des films d'horreur, eh ben, peut-être que je vais vous en faire découvrir avec ma liste. On va commencer avec celui qui est peut-être mon film d'horreur préféré, je l'avoue, c'est L'Antre de la folie, In the Moods of Madness de John Carpenter, qui est vraiment un film d'horreur labyrinthique, Lovecraftien, avec des références à Stephen King, etc. Et où, avec Sam Neill, qui est un acteur aussi que j'adore, et moi, voilà, ce film, c'est un film qui m'a vraiment bluffé quand je l'avais vu. Je l'avais découvert, je crois, 1 an après sa sortie en salle, quelque chose comme ça, en cassette vidéo, et moi, ça m'avait sidéré. Donc, L'Antre de la folie de John Carpenter, clairement. Le film d'horreur parfait pour moi. Et beaucoup de gens, là j'ai vu même que Tarantino a dit que c'était un des rares films de l'histoire du cinéma qui était parfait, et je suis d'accord avec ça. Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, qui est un film qui est intéressant pour énormément de raisons. Mais je pense que la principale raison, c'est que si vous n'avez pas vu Massacre à la tronçonneuse, mais surtout si vous l'avez vu, il y a plein de gens qui ont vu le film en salle, à la télé, à l'époque, et qui s'en rappellent comme d'un film gore. Et ça, c'est du génie. Parce que dans Massacre à la tronçonneuse, vous ne voyez jamais qui que ce soit être découpé à la tronçonneuse. C'est-à-dire que tout se passe dans votre tête quand vous regardez ce film. Et pour ça, pour sa force, pour le fait qu'il réussit même à faire croire à des gens qui ont vu le film qu'il se passe des choses... il réussit à faire croire aux gens qui ont vu le film qu'il s'est passé des choses horribles dedans alors qu'il n'y était pas, ces trucs. Donc tout ça pour sa force de suggestion, moi je pense que Massacre à la tronçonneuse, c'est juste le film d'horreur parfait. Voilà, c'est dit. Un de mes films d'horreur préférés, et c'est normal parce que c'est Les Griffes de la nuit de Wes Craven, Nightmare on Elm Street. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la première apparition du personnage de Freddy. Et pourquoi c'est un de mes films d'horreur préférés? Tout simplement parce que c'est le premier que j'ai vu. Moi j'ai découvert le cinéma d'horreur, je crois que j'avais 5 ans et demi, et c'est grâce à ce film. Et à partir du moment où j'ai vu Les Griffes de la nuit, je me suis dit, waouh, j'aime que ça. Il faut que je regarde que des films d'horreur. Et à l'époque, du coup, j'ai commencé ma cinéphilie en ne regardant que des films d'horreur. Et c'est grâce à ce film, Les Griffes de la nuit, avec cette idée brillante qui est que si tu t'endors, t'es en danger. Ça, c'est une idée de génie. C'est une idée de génie parce que tout le monde est obligé de dormir. Alors, après, c'est une idée de génie qui vient aussi d'ailleurs, hein, puisque on retrouve cette idée dans L'invasion des profanateurs de sépultures, aussi bien le Don Siegel que le Philip Kaufman, qui eux aussi sont deux de mes films d'horreur préférés, qui sont juste géniaux. Ça n'a rien à voir avec les Freddy, mais on y retrouve cette idée, et puis il y a cette idée d'invasion extraterrestre, il y a cette idée de tu peux pas faire confiance aux gens, etc. De ça et tout, qui est, que je trouve génial dans ces films-là. Donc L'invasion des profanateurs de sépulture, les deux films, hein, et puis même, vous pouvez même d'ailleurs regarder le troisième film, hein, qui est tiré de ce roman, hein, qui est Body Snatchers d'Abel Ferrara, qui est très bien aussi. Mais il fait pas partie de mes préférés, mais comme ça, voilà, ça vous fait des petits films à voir. En restant dans cette idée de faire confiance à personne, etc., qui est une idée classique du film d'horreur, bien évidemment, il y a The Thing de John Carpenter. Et je précise bien parce que, encore une fois, hein, là, on est sur des remakes, hein, il y a 3 versions de The Thing. Il y a la version de Christian Nyby, qui à voir, qui est intéressante. Et il y a un remake du film de Carpenter, un remake préquel qui est sorti dans les années 2000, qui a été réalisé par je sais plus qui est intéressant aussi, c'est pas la question, mais il n'y a rien qui égale le The Thing de John Carpenter. Le The Thing de John Carpenter, souvent cité parmi les plus grands films d'horreur de tous les temps, et c'est pas pour rien, parce que c'est un chef-d'œuvre. Branded de Peter Jackson. Branded de Peter Jackson, alors ceux qui ne le savent pas, hein, Peter Jackson c'est le réalisateur du Seigneur des Anneaux, et Branded, voilà, à l'époque c'était le film le plus gore du cinéma, aujourd'hui je pense qu'il y a des films largement plus gore que ça, mais en fait l'idée de Jackson c'est chaque goutte de sang égale un rire. Et Branded, moi c'est un film que je trouve hilarant, que je trouve innovant, d'une mise en scène incroyable, et qui préfigure déjà le Seigneur des Anneaux, moi je trouve dans sa mise en scène. Jetez-moi des pierres si vous voulez, mais moi j'en suis persuadé, parce que je trouve que vraiment c'est brillant dans sa gestion de l'espace, et donc Branded, mais dans son rythme, c'est exceptionnel. Il y a Jusqu'en enfer,
Jusqu'en enfer de Sam Raimi dans les films récents. Je trouve que c'est brillant. C'est juste... de toute façon, Sam Raimi, moi, je pourrais parler des heures de Sam Raimi, parce que c'est un de mes réalisateurs préférés. Je trouve que c'est un des plus grands génies de l'histoire du cinéma. Il y a une gestion du rythme. Il y a ce truc qui est un des trucs les plus durs à faire dans le cinéma, qui est de passer de la peur au rire, voire même les mélanger dans certaines séquences, etc. Moi, je trouve qu'il n'y a que Sam Raimi qui sait faire ça, et Peter Jackson, on en a parlé sur Brandon, mais Sam Raimi sait faire ça depuis les Evil Dead, les Evil Dead qui font partie aussi de mes films d'horreur préférés, et il fait ça superbement dans Jusqu'en Enfer, donc Jusqu'en Enfer fait partie de mes films d'horreur préférés, clairement. Donc Evil Dead 2, hein, Evil Dead 2, voilà aussi. Hellraiser. Hellraiser de Clive Barker. Alors déjà parce que Clive Barker fait partie de mes romanciers préférés, mais aussi parce que Clive Barker, contrairement à Stephen King, a réussi le fait de devenir réalisateur de ses propres films, parce que Stephen King avait essayé avec un film qui s'appelle Maximum Overdrive, et qui était de sinistre mémoire, y compris pour King. Mais Hellraiser, c'est un film dingue. C'est un film dingue, et moi je crois que ce qui définit le mieux Hellraiser, c'est un débat que j'avais lu dans Mad Movies à l'époque, où les gens se posaient la question si Hellraiser était un nanar ou un chef-d'œuvre. Et parce qu'en fait, on était face que à des gens qui étaient des fans de films d'horreur, et qui disaient qu'en fait, Hellraiser, c'était genre le film le plus malsain du monde en termes de film d'horreur. C'était le film où il y avait une telle croyance dans le fantastique, et dans ce qui se passe à l'écran, que ça en devenait gênant en fait. Et effectivement, ouais, Hellraiser, c'est une réussite sur tous les plans. Alors que je pense qu'en termes de réalisation, il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts, mais il se dégage de ce film une atmosphère qui est incroyable. C'est un peu comme L'Exorciste 3. Voilà, s'il y en a qui ont vu L'Exorciste 3, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est un film qui est plein de défauts, mais où il y a une atmosphère dingue. Il se passe des choses. Il se passe des choses et sur lesquelles on ne peut pas mettre la main, en fait. Et donc pour ça, Hellraiser, j'adore. Pour rester chez Clive Barker, il y a Midnight Meat Train, réalisé par Ryuhei Kitamura, l'incroyable réalisateur du film Versus. Midnight Meat Train, pareil, c'est-à-dire qu'il y a... alors, déjà, en termes de réal, on est au-dessus de Clive Barker, parce que Kitamura, c'est quand même un mec, je pense, qui a été bercé par des gars comme Sam Raimi ou Shinya Tsukamoto, etc., et qui est un vrai expérimentateur. Et Midnight Meat Train, pareil, il y a cette atmosphère de malade, il y a cette histoire géniale. Il y a Bradley Cooper, pour moi dans son meilleur rôle, alors que c'est un des rôles pour lesquels il est le moins connu. Et ouais, Midnight Meat Train, c'est un film brillant que je vous conseille. Par contre, attention, c'est pas du film d'horreur pour ados, quoi. C'est vraiment du film d'horreur pour adultes, hein. Alors voilà, on va passer... on a parlé de Clive Barker, on a parlé de Stephen King, avec pour moi ce qui reste la meilleure adaptation de Stephen King, à savoir The Mist de Frank Darabont. Alors Frank Darabont, déjà pour moi, c'est un des meilleurs scénaristes de l'histoire du cinéma. Et Frank Darabont, c'est un mec, c'est un grand réal. Et quand il fait The Mist, il arrive à faire un truc incroyable. C'est-à-dire qu'il arrive à écrire une histoire qui est tirée d'un roman, qui est tirée d'une nouvelle, d'une très bonne nouvelle de Stephen King. Mais en fait, il arrive à en faire une histoire qui est meilleure. C'est-à-dire, il change la fin de la nouvelle et il en fait une fin qui pour moi est une des meilleures fins de l'histoire du cinéma, tout simplement, quoi. Et rien que pour ça, mais The Mist, c'est brillant, quoi. C'est exceptionnel. Un film d'horreur aussi qui, je pense, marque tout le monde quand on le voit, c'est le très étrange Possession de Zulawski, avec Sam Neill encore, et parce qu'on en a parlé avant de Sam Neill, et Isabelle Adjani, voilà, avec Isabelle Adjani aussi. Et Possession, c'est juste un film indescriptible, c'est-à-dire qu'on est là, on regarde, on se dit mais c'est quoi ce truc, c'est un drame social, c'est un film d'horreur, c'est un film d'arrêt-essai, c'est un film d'horreur, mais waouh, mais c'est super glauque, il se passe des trucs de dingue, il y a cette scène, il y a ce plan séquence dans le métro avec Isabelle Adjani qui est complètement fou, elle livre sa meilleure prestation dans ce film. Et puis c'est un film dont les images vous marquent, il y a cette fin incroyable aussi où on se dit « Ah ok, est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe, etc. » de ça et tout, c'est très apocalyptique. Très apocalyptique, moi je pense qu'on peut le mettre... et très proche aussi d'un autre film que j'adore qui est L'échelle de Jacob.
L'échelle de Jacob, où il y a vraiment des réminiscences, je trouve, entre ces deux films. L'échelle de Jacob et Possession, pour moi, d'ailleurs, sont les deux références, hein, du jeu vidéo Silent Hill, par exemple. S'il y en a qui sont gamers parmi vous, voilà, c'est deux films à voir absolument. Chez David Cronenberg, parce que David Cronenberg, c'est un grand réal aussi de films d'horreur, moi, il y a un film que j'adore, qui est Chromosome 3. Chromosome 3, et écoutez, j'ai rien à dire, juste, voyez Chromosome 3. Chromosome 3, c'est l'inspiration des Teletubbies. C'est bizarre hein, de dire ça, hein. Mais je vous assure que les Teletubbies, ils ont tout copié sur Chromosome 3. Parce que les Teletubbies, ça fait peur. Enfin, moi, ça me fait peur, en tout cas. Ring, de Hideo Nakata. Ring, donc Ring, je précise bien, hein, la version japonaise, pas le remake américain, qui est très sympathique, mais la version japonaise, déjà parce que je pense que c'est la J-horror, c'est-à-dire l'horreur japonaise, ça existait déjà avant, mais je pense que c'est vraiment Ring qui a lancé le vrai concept. Ring est bien sûr les Ju-On de Takashi Shimizu, mais je pense que c'est vraiment Ring qui a créé cette atmosphère typiquement japonaise dans le cinéma d'horreur, ces fameux fantômes aux cheveux longs, etc., qu'on va retrouver après, que les États-Unis vont recopier. Mais Ring, c'est brillant, et c'est brillant aussi scénaristiquement. C'est tiré d'un roman, mais au final, ça sent... moi, j'ai lu le roman, et effectivement, ça se détache énormément du livre, au point de n'avoir presque plus rien à voir. Et puis il y a cette fin aussi qui est géniale dans Ring. Voilà, Ring, c'est superbe. Je sais que je dis beaucoup de choses. Il y a Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Donc là, on va pas revenir sur l'impact qu'a eu Les Dents de la Mer. Je pense que tout le monde le sait. Je veux dire, si encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont persuadés qu'ils vont se faire bouffer par des requins quand ils vont à la mer, c'est parce que Les Dents de la Mer, c'est sorti. Je veux dire, parce que les gars, le nombre de chances que vous vous fassiez manger par un requin quand vous allez à la mer, il est de quasi zéro. Mais, depuis que Les Dents de la Mer est sorti, alors là, tout le monde a peur des requins, quoi. Et rien que pour ça, Les Dents de la Mer. L'Exorciste, bien sûr, L'Exorciste de William Friedkin. Alors, pareil, j'aime pas parler en fait des films dont tout le monde parle. Donc L'Exorciste, allez, la seule anecdote que je vais vous dire sur L'Exorciste, c'est uniquement que, saviez-vous que L'Exorciste est le seul film de l'histoire du cinéma qui est conseillé par l'Église catholique. Eh oui, hein, le seul film de l'histoire du cinéma qui est conseillé par l'Église catholique est un film d'horreur, et c'est L'Exorciste. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Il y a Maniac de William Friedkin, où je pense... vous voyez, au moment où j'enregistre l'interview, par exemple, il y a la série Dahmer qui vient de sortir sur Netflix, qui est une série à propos d'un serial killer qui est en train de cartonner partout. Sauf que l'origine de tous ces trucs sur les serial killers, enfin pas l'origine, mais pour moi le film séminal du genre serial killer, c'est Maniac. C'est-à-dire que jamais un film n'a autant projeté les gens dans la tête d'un serial killer, n'a jamais été autant malsain dans cet aspect-là, et donc Maniac, c'est obligatoire. L'au-delà, j'adore l'au-delà de Lucio Fulci, parce que Fulci c'est un réal que j'adore aussi, et l'au-delà c'est une des inspirations un peu de Sans Voix, parce que c'est comment faire un film d'horreur abstrait. Un film d'horreur où l'idée c'est de faire peur aux gens, et en fait on s'en fout qu'il y ait un scénar ou qu'il n'y ait pas de scénar. Et l'au-delà c'est ça. C'est un film où tu as des séquences d'horreur pour faire peur aux gens, et où il y a presque pas de scénario dedans. Un peu comme Inferno, hein. Si vous avez vu Inferno de Dario Argento, c'est quasiment la même chose, hein. C'est complètement abstrait, hein. Les deux films se ressemblent pas du tout, mais je veux dire, sur l'idée de l'abstraction horrifique, c'est exactement ça. Freaks, de Todd Browning, hein, qui est un des films les plus interdits de l'histoire du cinéma, hein. Un film qui est sorti dans les années 30 ou 20, 30 je crois, et qui est resté interdit pendant plus de 30 ans. C'est une sorte de... c'est un conte moral, un peu style les contes de la crypte, bien avant l'heure, avec des personnages de cirque qui sont joués par des vraies personnes, hein, mal formées, etc. Et c'est un film qui a traumatisé les gens. Et c'est un... voilà, c'est un chef-d'œuvre, un point barre, hein. Beaucoup plus intéressant, si je me permets, hein, mais beaucoup plus intéressant que La Sentinelle des Maudits, qui va utiliser un peu des effets de Freaks, mais pour moi d'une manière plus voyeuriste. Et voilà, mais voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas Freaks, c'est vraiment à voir pour ceux qui l'ont pas vu. Les Révoltés de l'an 2000 de Narciso Ibáñez Serrador,
dont le titre, parce que le titre n'a aucun sens, Les Révoltés de l'an 2000, alors que le titre original espagnol, alors je peux pas le dire en espagnol, mais c'est Peut-on tuer un enfant? Et en gros, Les Révoltés de l'an 2000, c'est un film que personne n'a vu, et encore une fois, et que je vous conseille absolument, voilà, sur des enfants, sur des gens qui vont sur une île peuplée d'enfants qui vont essayer de les tuer. Alors il y a Rec de Balaguerro et Plaza, et Rec de Balaguerro et Plaza, pour moi, c'est le meilleur fan footage qu'on ait jamais fait. Voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire que c'est un genre où il y a des trucs sympas. Moi, je trouve le genre, le fan footage, c'est pas le meilleur genre du cinéma horrifique, je trouve pas. Mais moi, je pense sincèrement que Rec, c'est inégalable. C'est inégalable. Je ne sais pas si on fera mieux un jour. C'est une fausse adaptation de Resident Evil. Mais c'est peut-être la meilleure adaptation d'ailleurs de Resident Evil à ce jour. Et ouais, c'est juste exceptionnel de maîtrise, etc. Et puis voilà, ça fait flipper. La fin, elle est incroyable, quoi. C'est juste chef-d'œuvre. La mouche de David Cronenberg, bien sûr. Cette histoire d'amour incroyable. Est-ce que vous avez remarqué qu'en fait, La Mouche, si vous ne l'avez pas vu, mais voyez-le, ou revoyez-le, est-ce que vous avez remarqué qu'en fait, La Mouche, c'est presque Spider-Man version film d'horreur? C'est-à-dire qu'en fait, on est face à un gars qui est infecté par une mouche, et en fait, cette mouche, ça va lui donner des pouvoirs surnaturels, exactement comme dans un film de super-héros. Il a des pouvoirs de super-héros. Sauf qu'après, c'est du Cronenberg, donc ça se termine forcément en film d'horreur. Et en plus, ça ressemble pas trop, parce que peu de gens le savent, mais c'est le remake d'un film qui s'appelle La Mouche Noire. Et du coup, ça n'y ressemble pas tant que ça. Mais voilà, La Mouche de David Cronenberg, moi je trouve ça exceptionnel, ne serait-ce que parce que c'est aussi une comédie romantique, enfin c'est une comédie romantique d'horreur. Et ça, c'est incroyable. Donc La Maison du Diable, Trauma, Les Innocents, c'est des films dont je parle aussi dans une autre vidéo sur mes films de maison hantée préférés, donc je ne vais pas revenir là-dessus. En adaptation de Stephen King, on a Carrie de Brian De Palma. Donc ça c'est dingue. De Palma fait partie de mes réalisateurs préférés. Et Carrie, c'est aussi une des meilleures adaptations de Stephen King. Ultra fidèle au livre. Hein, sauf la fin, qui selon moi est peut-être d'ailleurs un peu meilleure dans le film de Palma, parce que plus sobre. La fin chez Stephen King, elle était vraiment gros blockbuster, etc. Et puis, ouais, il y a Sissy Spacek qui est juste monumental dans le film. Et puis, il y a cette scène de suspense, parce que le film, en France, s'appelle Carrie au bal du diable, et la scène du bal, pouah, c'est une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma. Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein, c'est en termes de suspense, etc. De ça et tout. Moi, je pense que s'il y a un moment où De Palma a dépassé Hitchcock sur la notion de suspense, c'est dans Carrie. La scène avec le seau, elle est incroyable. La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Alors La Nuit des Morts Vivants, tout simplement parce que je crois que c'est à peu près le film qui a inventé la figure moderne du zombie. C'est un film à tout petit budget, qui a fait flipper le monde entier. C'est une référence. C'est génial. Il y a une notion, une gestion du suspense, du huis clos, parce que c'est quasi un huis clos. D'ailleurs, M. Night Shyamalan saura s'en souvenir lorsqu'il fera Signe. Et moi, je pense que La Nuit des Morts Vivants, c'est un classique absolu. On a Conjuring 2. Ouais, mais moi, je le dis... je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent Conjuring 1, mais moi, j'avoue que je suis très très fan de James Wan. Vraiment, c'est un réal que j'adore. Et Conjuring 2, je trouve qu'il y a des scènes jamais vues dans le cinéma d'horreur. Et j'insiste parce que la scène du tableau avec la nonne, etc., c'est une idée qui est brillante, qui est juste brillante en termes de mise en scène. Chez James Wan, il y a des beaux plans séquences, il y a toujours des axes de caméra qu'on n'a jamais vus ailleurs. Les gens ne s'intéressent pas à James Wan parce que ils pensent que... Enfin, ils confondent la qualité des films de James Wan, c'est-à-dire Conjuring et Conjuring 2, avec la qualité des films comme Annabelle, etc. Alors que James Wan, c'est au-dessus. Vraiment, c'est au-dessus. Moi, je trouve que Conjuring 2, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est exceptionnel. Il y a un film que j'adore qui est rempli de défauts, mais je ne sais pas pourquoi. Ce film, il m'a vraiment perturbé. C'est le film Malveillance de Romé Balaguerro, qui est une sorte d'Amélie Poulain inversée. C'est-à-dire, au lieu de suivre quelqu'un qui a envie de faire du bien aux gens, ça suit quelqu'un qui a
qui a juste le plaisir de faire du mal aux gens. Et moi, je trouve ça super. Je sais pas. Il y a un truc dans ce film que je trouve brillant. Que ce soit la prestation de l'acteur, que ce soit la mise en scène, il y a un truc que je trouve brillant. Je trouve le scénario vraiment super réfléchi. Voilà, il y a une scène qui pose problème. Hein, c'est la scène avec les fruits pourris. Vous verrez quand je vous verrai le film. Mais sinon, moi, j'adore ce film. Les trois visages de la peur de Mario Bava, qui contient un des moments d'angoisse les plus purs de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que Les Trois Visages de la Peur, c'est un film avec 3 sketchs, trois histoires d'horreur, et il y a une histoire qui s'appelle La Goutte d'eau. Et je pense que c'est peut-être les 15 minutes les plus flippantes de l'histoire du cinéma. C'est dingue. Comment faire peur avec une goutte d'eau? C'est brillant. Il y a Opéra de Dario Argento. Alors là, je sais que parmi les fans de films d'horreur, il y en a plein qui vont sauter au plafond en me disant mais Opéra, c'est pas du tout le meilleur Argento, etc. Et moi, je suis d'accord. Opéra, c'est pas le meilleur Argento. Mais dans Opéra, il y a une scène. Et cette scène, c'est la scène dont tout le monde se souvient. Et je pense que c'est la scène la plus brillante de tout le cinéma d'Argento. Et rien que pour ça, je peux pas spoiler la scène. Mais tous ceux qui ont vu le film, ou tous ceux qui vont voir le film parce que j'en parle, vous verrez de quoi je parle. Allez, je continue juste avec 2 autres films. Vous m'en voudrez pas, j'ai oublié le nom des réalisateurs. Mais c'est pas grave. Il y a The Wicker Man. The Wicker Man, qui est, et là je parle pas du remake avec Nicolas Cage, mais je parle du film d'avant, je crois des années 70 avec Christopher Lee, qui est un film sur des rites païens, etc., qui est un film incroyable, déjà parce que ça fait peur, ça fait rire un peu. Il y a une séquence de comédie musicale en plein milieu, c'est un film fou, en fait c'est un film complètement dingue, où pendant le film on se dit mais qui a pu produire ça? C'est-à-dire comment un réal a pu arriver et dire ouais salut, moi je vais faire un film d'horreur et tout, ouais je vais mettre une séquence de comédie musicale avec une fille qui danse nue en plein milieu du film et tout, et où t'as un producteur qui a dit ouais, ça c'est une bonne idée. Et en fait ouais c'est une bonne idée parce que c'est vraiment ultra malsain, The Wicker Man, ça fonctionne super bien. Pour ceux qui ont vu Midsommar, qui est un très grand film aussi, qui est sorti il y a quelques années, c'est très inspiré de The Wicker Man par exemple. Il y a aussi un film qui je crois est un téléfilm, que pas grand monde n'a vu, qui s'appelle The Girl Next Door. Et je parle pas du The Girl Next Door, la comédie romantique avec Elisha Cuthbert, je parle pas de celui-là, je parle d'une adaptation d'un roman de Jack Ketchum, qui s'appelle The Girl Next Door, de Gregory Yates, ou un nom comme ça, mais je ne sais plus. Et celui-là, il est juste traumatisant. Alors attention, parce que celui-là, par contre, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est pas tout à fait un film d'horreur, parce que c'est comme j'ai dit, c'est tiré d'une histoire vraie, donc c'est plus... enfin, c'est pas tout à fait un film fantastique, c'est un drame d'horreur, et c'est vraiment, vraiment hardcore. Et pour terminer, il y a, on ne peut pas l'oublier, il y a l'exceptionnel « Ne vous retournez pas » de Nicolas Roeg, qui est sur un des thèmes d'horreur qui fonctionne le plus, hein, qui est sur l'impossibilité de faire son deuil, qui est un film magnifique avec Donald Sutherland, qui est juste, voilà, qui est un film d'horreur, c'est beau, c'est triste, c'est terrifiant, c'est génial. Donc voilà, je vous ai fait une grosse liste de mes films d'horreur préférés, et qui devait être très longue en plus, et je vais vous embêter avec 2 dernières choses, parce que moi je suis persuadé que cette liste elle s'allongera pas beaucoup. Parce que même si là je viens de faire un film d'horreur, même si peut-être que j'en ferai d'autres, moi je pense que le cinéma d'horreur, après j'ai peut-être tort, mais je pense que le cinéma d'horreur c'est bientôt fini. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de dépasser le cinéma d'horreur, et pour moi c'est le jeu vidéo. Le jeu vidéo d'horreur, c'est le vrai avenir. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que de tous les films que je peux vous dire, je pense que j'ai jamais vécu d'expérience aussi terrifiante que de jouer au jeu vidéo Silent Hill 2 à l'époque. Voilà. Ou de jouer à cette fabuleuse démo quasi introuvable aujourd'hui, qui s'appelle Pity, et qui a été réalisé, dirigé par Guillermo del Toro et Hideo Kojima, et qui est juste une expérience terrifiante comme pas possible. Et je pense, c'est mon point de vue, que le cinéma d'horreur est amené à être supplanté par le jeu vidéo dans quelques années, et que déjà, ces expériences,
Pity et Silent Hill 2, et peut-être d'autres expériences vidéoludiques que je n'ai pas faites, sont déjà plus effrayantes que la plupart des films d'horreur.